Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis content de recevoir Monsieur Aurélien Morillon, qui est là depuis quelques années, en même temps que moi. Et oui, on ressort les dinosaures. Et oui, les dinosaures ne sont pas non plus morts, il faut pas croire, il n'y a pas que des jeunes dans la SEO-sphère, si on peut dire. Et bah Aurélien, je vais te laisser tout simplement un peu te présenter, parce que moi je te connais depuis, oula, déjà on va pas dire siècle, parce que ça fait un peu style les Highlanders, mais quelques années déjà, et c'est intéressant de, t'avoir sur ma chaîne, c'est intéressant pour présenter la plateforme de lien. Eh bien, bonjour Frédéric. Oui, ça fait quoi? Ça doit faire 15 ou 20 ans qu'on se connaît. On s'était rencontrés à un SIS organisé par Olivier Andrieux. Eh oui, exact. Eh oui, oui, oui. Monsieur Andrieux Ouais, qui nous avait demandé comme étant animateur de ces conférences entre 2005, 2006 ou 2004, ouais, 2005. par là. Dans les années 2000. Ouais, dans les années 2000. Ils étaient tous Du panés de toute temps, façon, ceux qui sont du temps où après. les modems faisaient encore du bruit. Voilà, c'est ça, exactement. On était encore à la DSL. Rappelez-vous de la DSL, messieurs, dames. Donc toi, t'es tombé là-dedans par hasard ou c'était un cheminement normal, le SEO pour toi? Non, bah clairement, j'ai fini mes études, j'ai cherché du boulot. C'était un peu compliqué parce qu'à l'époque, j'avais une tresse là. Donc je m'étais mis à mon compte en entreprise individuelle parce que l'auto-entrepreneuriat, ça n'existait pas encore Oui, en tant que dev, oui. pur dev. Et puis j'ai un client qui a pris de plus en plus de place dans mon planning. C'était une boîte australienne, un D'accord. éditeur de logiciels, Ah oui. des logiciels qui étaient vendus à des référenceurs. Donc j'ai appris le référencement sur le tard en 2004 avec eux. Et puis ça a duré jusqu'en 2008. À la fin de 2008, quand j'ai quitté Trélian, qui éditait les logiciels Sunmidwolf et SEO Toolkit. Ah Donc ça oui, doit parler aux vieux. alors ça c'était des sacrés logiciels à l'époque, puisqu'on avait besoin de ces logiciels-là pour alimenter les annuaires et compagnie, et c'était tout fait, si je me trompe pas, j'ai pas de lise, hein. C'est ça, C'est ça, hein. tu remplissais un formulaire et Voilà. dans les jours ou semaines qui suivaient, tu étais présent sur des centaines d'annuaires indépendants qui ne faisaient pas partie de réseau. C'était du full automatique et ça C'est ça. marchait très très bien. Et en même temps, ça aussi, si mes souvenirs sont bons à l'époque, ça se mettait aussi dans les moteurs de recherche, hein. Les petits moteurs de recherche, Ça, comme ouais, ça Infosys, automatisait Olycos, aussi ça c'est automatisait ça ça. aussi, hein. Voilà, Ça automatisait la soumission au moteur qui était nécessaire à l'époque. Hein. tout à fait. Fallait pas s'attendre à être indexé simplement en ayant un lien depuis le site de son agence. Ouais, ça, c'est clair. Et c'était plus facile, même, je dirais, à l'époque. On envoyait de la grosse patate, on va dire, sur tout ça, avec Submidwolf, Ouais. le Et ça logiciel que tu coûtait que vendais. dalle. Hein. Et ça Pour coûtait, 150 balles, hop, il suffisait de remplir le formulaire une fois, on voilà. cliquait sur le bouton, on attendait quelques jours, boum, ça prenait. Mm. C'était dingue, c'était dingue. Et bien sûr, les filtres sont arrivés en 2008, à partir de Ouais. 2008, 2011, et là, ça a été, Bah, les filtres qu'on connaît, hein, ouais, Panda, Pingouin et compagnie. c'est ça. On est d'accord. Il a fallu ajuster le Le- tir. Hein. Oui, et exactement. Donc, alors, il y en a certains qui se sont sortis, et puis d'autres sont aux abonnés absents aujourd'hui, hein, évidemment, hein. Ils se sont mis à faire autre chose. Oui, voilà, C'est cool. exactement. Donc, ok, donc suite logique, agence, tout ça, après. Voilà, prestation de service, SEO, de l'ad management, plutôt orienté compte analytique, recherche de rentabilité. D'accord. Donc oui, on est passé d'un contexte quantitatif où on Ouais, bourrinait comme des sagouins, exact. faut le dire, à quelque chose qui devait être qualitatif. Quand on fait moins, il faut savoir faire mieux et, euh, et démontrer la valeur du mieux aussi. Mm, Parce que mm, mm. vendre beaucoup, c'est facile. Vendre quelque chose qui a de la valeur, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Et puis après, il y a eu aussi à partir de 2008 un changement au niveau des entreprises, moi je trouve, ont pris en compte le référencement, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a des Oui, entreprises qui n'avaient pas pris vraiment ce truc-là, ils savaient pas trop ce que c'était que le SEO. Et à partir, moi je trouve, c'est vraiment à partir de 2008 que les entreprises ont pris le pas du SEO, ce qui n'était pas le cas avant, vraiment. Donc par rapport à ça, toi, la genèse donc de ces dernières années, ça en découle en fait. C'est ta plateforme c'est ça, de lien, ça en c'est découle. ça.
En fait, il y a eu un énorme événement qui s'est produit en 2013, enfin qui est arrivé à son paroxysme fin 2013, sous l'égide de Mad Cuts. Il y a eu une chasse aux sorcières. Oui. D'organiser méthodiquement, et ils ont tué des business entiers. Je pense à Text Link Ads outre-Atlantique. Je pense à Bezea en France. Oui, là, oui, tu tapes oui. Bezea, tu trouves encore des articles qui disent Bezea m'a tué 9 ans plus tard. Donc, on a compris qu'il déconnait plus et que s'il le souhaitait, il pouvait arrêter la cour de récréation. Stop. Exact. Donc, coup de sifflet. Qu'est-ce qui gênait à l'époque ? C'était finalement la même chose qu'aujourd'hui. Ils ne veulent pas qu'on achète l'influence de quelqu'un pour obtenir des liens contre des frais de parution ou quoi. Exact. Ils ne veulent pas que quelqu'un fasse de la publicité pour nous et que ça puisse compter dans l'algorithme. Alors, ce qui est assez paradoxal, parce que si tu prends le monde des influenceurs, tu prends YouTube, tu prends Instagram ou Facebook, les influenceurs, grosso modo, au lieu qu'ils vendent du lien, ils vendent des produits. Mais grosso modo, on est dans un monde comme ça. Et pour moi, ce qui est pas évident pour Google demain, si c'est bien foutu, attention, c'est est-ce que c'est un influenceur qui parle d'une marque et qui va mettre un lien dedans? Bon, effectivement, il va être payé aussi pour, mais c'est plus, on va dire, du communiqué publicitaire ou voilà, que plutôt les éditeurs de blogs qui font à la masse des articles exprès pour vendre des liens dedans. C'est pas évident à détecter tout ça à force. Par rapport. Je pense que du point de vue de chez Google, c'est un peu comme le fisc. Soit il y a des mouvements de compte entre guillemets qui sortent vraiment de la norme, ça lève des flags. Et là, il y a quelqu'un qui vient jeter une pénalité manuellement. Soit tu joues au con, tu te fais dénoncer par ton voisin. Et c'est pareil, quelqu'un vient te pénaliser manuellement. J'ai du mal à concevoir au niveau de volume et de différence de style. Comment un algorithme, c'est con un algorithme, ça fait que compter des trucs. Ouais. Comment un algorithme pourrait prendre en considération de la subjectivité pour détecter des choses qu'il faut savoir mesurer et compter. Donc des critères objectifs en fait. J'ai du mal à percevoir comment ça pourrait être mis en œuvre sans qu'il y ait trop de faux positifs ou négatifs. Alors oui, parce que grosso modo en termes de plateforme, toi c'est donc Traffic Forest, la plateforme s'appelle Traffic Forest. On va dire qu'il y a deux gros types de plateformes à l'heure actuelle sur le marché. Il y a la plateforme où il a son propre réseau de sites et il vend les liens sur son réseau de sites. Ça c'est une première type de plateforme. On a aussi une deuxième type de plateforme, c'est j'ai accumulé beaucoup de sites médias et de blogs, etc. Et là aussi, je vends par rapport à on va dire, à des valeurs type TF, CF, EAS, etc. Et je valorise ça, plus ou moins, on peut aussi très bien magouiller ces choses-là, c'est tout à fait possible techniquement. Et puis, on a aussi une troisième type de plateforme, c'est plutôt sur le positionnement de mots-clés par rapport à plusieurs centaines, milliers de sites internet. Et aussi, il y a une différence, c'est que certains, on va voir le site internet où je vais poser mon lien, et d'autres plateformes, c'est je paye, mais je ne sais pas, je le verrai après, soit dans SEMrush, soit dans la Search Console, où le lien a été mis, sur quel site il a été mis. Mais à l'instant T, je ne sais pas à qui je paye mon article qui va être sponsorisé. Je dis pas de bêtises, je pense que j'ai bien vu un peu des types de différentes plateformes. Ouais, tu as couvert le gros du territoire. Ouais. Alors toi, la différence, Traffic Forest, c'est un peu différent par rapport à ça. D'abord, c'est né quand à peu près Traffic Forest? On l'a lancé en milieu 2020. D'accord, ok. Ouais, donc ça fait presque 2 ans.
Ça sur fait le 2 tard ans. par rapport aux autres. Ouais. Mais voilà, ça Oui, fait enfin, déjà presque 2 ans. ouais, Dans 3 mois, ça fera 2 ans. d'accord. Voilà. En fait, pourquoi on a lancé cette plateforme, c'est que suite à la chasse aux sorcières dont j'ai parlé tout à l'heure, 2013, ouais. voilà, on a appris. On bossait avec Buzzea, on bossait avec TLA à l'époque. Ils se sont fait shooter. Qui s'est fait shooter? Ceux qui étaient sur la plateforme. Et puis, directement ou indirectement, leurs clients aussi. Exact. Il y avait eu même une plateforme aussi en Pologne qui avait été attaquée aussi à peu près cette Oui, époque-là. oui, ils ont fait plusieurs cas d'exemple. Ils y sont qui a allés. tout de suite, voilà, ça a calmé le jeu. Mm. Ça a bien calmé le jeu. Donc on s'est dit, ok, dans tous les cas, ils font ça pourquoi? C'est un aveu de faiblesse. Les liens, ça compte beaucoup. Évidemment. Comme ils n'arrivent pas à gérer ça correctement de leur côté, ils font peur. Et ça va refroidir. Ça a très bien marché, ça a refroidi le truc. Nous, on s'est demandé comment on pouvait faire pour continuer à faire des liens en préservant l'intégrité et des éditeurs des sites qui hébergent ces liens-là et de nos clients, en fait. Oui, c'est ça le problème. Il est là. Parce que je pense qu'un jour ou l'autre, ils vont revenir sur le sujet. Et s'ils peuvent en cramer, c'est ce que j'ai peur. Hein. On va dire que en ce moment, on a le beau temps avec nous, mais il peut y avoir un retournement de situation. Connaissant l'histoire de Google, et nous on l'a vécu, et moi j'en ai vécu plein la gueule, et comme tout le monde, à un moment donné, tôt ou tard tu te prends un bâton. Tôt ou tard, ça va revenir. Tôt ou tard, le bâton, il va revenir et il va taper. Et là, je peux dire que ceux qui ont tout misé sur ça, eh ben, j'en souhaite un bon courage et vous allez voir ce que ça fait quand vous en prenez plein la gueule. Croyez-moi, ça va vous faire bizarre. Dans tous les cas, si on veut être un minimum serein quand vient l'heure du coucher, faut jamais mettre les œufs dans le même panier, il me semble. Hein, c'est l'expression à mémé, mais elle fonctionne toujours. C'est tout à fait vrai. J'avais vu un article sur le site d'Olivier, sur Abondance, dans lequel c'était mis texto sensus et en gras, dépendre uniquement du SEO comme source de trafic principale, c'est un suicide numérique à moyen ou long terme, quoi qu'il arrive, tôt ou tard. Exact. Ça, j'en suis intimement convaincu. Il faut diversifier ses sources de trafic. Il faut savoir où se trouve la ligne jaune. Après, comment on se positionne dessus. C'est une question de gestion de risque. Hein. Elle est propre à chaque dirigeant. À quel point on est prêt à ce que demain tout s'arrête en allant trop loin. Ouais, c'est ça. Voilà. Chacun doit savoir mettre sa limite. Moi, je comprends qu'il y en a qui ne veulent pas du tout aller dans ce genre de pratique, le netlinking un peu forcé, parce qu'ils ne veulent prendre aucun risque. Le truc, c'est qu'on voit bien aussi que ceux qui sont en tête de liste, parmi ceux-là, la majorité, ils ont franchi la ligne. Oui, c'est ça le truc. Et dans un univers concurrentiel à l'heure actuelle où on cherche du chiffre d'affaires, eh ben on va faire un peu ce que fait le voisin d'à côté, et comme lui le fait, moi je vais le faire aussi. Voilà. Et à force, tout le monde finit par adopter la même méthode, qui s'industrialise, ça crée des patterns, des footprints, et ça se fait dégommer. Exactement. Donc, pour rentrer dans ta plateforme, la différence qu'il y a entre la tienne et les autres, c'est qu'en fait, grosso modo, si j'ai bien compris, toi, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui est dans la plateforme. Voilà. Première chose importante, nous, depuis 2014, on a développé un gros carnet d'adresses avec entre 320 et 340, j'ai plus le chiffre exact en tête, partenaires différents, qui ont en moyenne 3 à 4 sites chacun. Ouais. Donc on a un potentiel de 1200 sites, 1200 sites pour placer des liens dessus. Quand tu arrives sur la plateforme, tu indiques quel trust flow minimum tu veux. Ouais. La langue dans laquelle tu veux que le lien soit fait et sur quel site tu veux que ce soit fait. Alors, la langue, c'est pour la semaine prochaine. Ça arrive la semaine prochaine. D'accord. Donc là, merci pour la... C'est un scoop. Merci pour le scoop. Donc, ok, super. Ensuite, ça te sort un prix. Tu payes. Ouais. Tu as le choix soit du one-shot, soit en abonnement.
Une fois que tu as fait ton règlement, tu précises tes encres, les URL de destination. Tu peux associer des remarques, un brief, ce que tu veux. Si tu veux que ça parle de choses en particulier dans l'article, si tu veux qu'il y ait des mots qui soient tabous, qui ne soient pas utilisés, voilà, c'est le moment de te lâcher. Tu valides et c'est parti. Mais tu ne choisis à aucun moment sur quel support on va te mettre. C'est nous qui conservons la confidentialité de l'ensemble du catalogue. Alors, on te met là où ça nous semble pertinent, là où il y a du chiffre à aller chercher, de l'indicateur de performance. Et ce que tu payes, en fait, c'est la prestation de rédiger un article, d'y insérer un ou plusieurs liens vers ton site. On peut ajouter des liens leur aussi, hein, tu peux le mettre en remarque, si tu veux noyer un petit peu le poisson et rester un peu plus sous les radars de Google. Et ensuite, c'est nous qui allons chercher les supports pour publier l'article en question. J'ai juste un point sur tout ce qui est TFCF, on va dire, où je peux mettre une limite si je me trompe pas. Je peux me dire, bah voilà, moi je veux tant de sites avec tant de TF, ou c'est ça voilà, c'est un TF minimum. D'accord. Voilà, je veux au moins 20 en TF, voilà, tu peux le préciser. Je peux préciser. Je veux au moins 30 en TF, je peux le préciser. D'accord. Et en fonction de ça, le prix est différent, bien évidemment. Voilà, évidemment, plus le TF est haut, plus les supports sont rares, donc on ajuste le prix en conséquence. Le lien, lui, il est actif pendant combien de temps? Il n'y a pas de limite de durée. Ouais. Ce sera la durée de vie du support, en général. Nous, on a une garantie. Si dans les 6 mois qui suivent cette publication, le lien casse, on le remplace. D'accord. On le remplace. Donc ça, c'est pas courant. Donc ça, c'est pas courant. Il n'y a pas beaucoup de plateformes qui le font. Qui font ce principe-là, hein, de style un peu entre guillemets garantie, une garantie. Ouais, mais c'est une question aussi de respect envers le client. Il paye pour avoir un lien. La moindre des choses, c'est de lui garantir sur une période au moins. Enfin, nous, on juge que 6 mois, c'est la période minimum durant laquelle c'est nécessaire de garantir la prestation, quoi. Bien sûr, ok. Voilà. Alors. Et si maintenant je me positionne du côté plutôt éditeur de site, donc je viens m'inscrire sur ta plateforme, est-ce que tout le monde peut rentrer, par exemple? Tiens, est-ce que tout type de blog, tout type de site peut rentrer, ou vraiment il y a un choix éditorial, il y a un minimum de popularité à avoir, par exemple? Alors, dans les faits, tout le monde peut nous contacter. On n'a pas prévu d'inscription, on n'a pas industrialisé cette partie-là. Il suffit d'utiliser le formulaire de contact, on fait connaissance, on échange de vive voix, le courant passe bien, on se met d'accord sur un deal. Le deal le plus courant, c'est que nous, on a un réseau avec 70 sites. Ouais. À nous. Bon, l'idée, c'est que s'ils publient un article pour nous sur leur site, et que pour leurs besoins de communication, ils ont besoin aussi, eux, à leur tour, de publier, ils nous envoient leurs articles, on le publie sur les sites qui vont bien. D'accord. Donc en fait, il n'y a pas vraiment entre guillemets, de rémunération, c'est plutôt du bon échange de bons procédés. À l'instant T, si tu espères gagner de l'argent en publiant des articles sponsorisés, nous, on ne pourra pas t'aider. D'accord. À l'instant T. À l'instant T. On en parle, mais pour l'instant, rien n'est encore fixé. D'accord, ok. Très bien. Bah écoute, ouais, c'est une autre évolution de plateforme qui permet, je pense, de passer un peu sous les radars, pour moi. Oui. Qui peut vivre beaucoup plus peut-être que d'autres, ou le jour où Mister va se réveiller et risque de faire passer un sale quart d'heure aux éditeurs et aux plateformes, quoi. Voilà. Et puis ce qui compte surtout, c'est que tout est différent. C'est-à-dire que sur les sites où on va placer les liens, les UI sont différents, les registraires sont différents, les hébergeurs sont diversifiés, les IP sont différentes, mais les IP de bloc C, quand on est en IPv4, elles sont différentes aussi. D'accord. Alors, j'aimerais te dire que les CMS sont différents, mais c'est très souvent du WordPress. Les CMS sont différents. On peut pas faire vraiment autrement, quoi. C'est un peu. On check les codes UA aussi. On s'assure que ce soit pas que sur 10 sites différents qui seraient sur des IP de bloc C différents. Si t'as le même code UA, c'est encore un pattern. C'est pas bon. S'il y a des mentions légales, on va s'assurer qu'on n'ait pas 10 sites avec le même numéro de tirette, des choses simples comme ça qui sont faciles à détecter quand on a un analyseur de texte. Exactement. Je pense que Google est bien équipé pour ça. Oui, je pense qu'ils sont assez de
de logiciels pour au cas où faire par rapport à ça. On va dire que vous avez attendu 2 ans pour, on va dire, être stabilisé et pour que la plateforme fonctionne, etc. Maintenant, vous avez vraiment décidé de communiquer un peu plus dessus. Voilà. Si je me trompe pas. La plateforme, c'était très confidentiel le lancement. C'est ça. Ça a pris naturellement, suffisamment pour créer de premiers emplois. On a des bons retours, que ce soit en termes d'expérience client. Donc, comment ça se passe quand on utilise la plateforme, et puis des bons retours sur les résultats. Bon, après, on est très dépendant pour les résultats de la capacité du client à mettre les bonnes encres, les bonnes URL, enfin que lui, il ait déjà fait sa stratégie de référencement quand même. Oui. Bon, il y en a qui sont pas ultra capés, il suffit de nous envoyer un petit message, on donne un coup de main, on donne des conseils. Mais on a des bons résultats aussi, enfin des bons retours de résultats. Surtout ça qui est important, c'est les clients sont majoritairement contents de ce qu'ils obtiennent. D'accord, ok. Voilà. Autre question, l'évolution, donc on a parlé de tout à l'heure de langue, évolution de langue. Donc là, vous être sur quoi? Français Pour l'instant, on fait français-anglais et on va étendre à espagnol et allemand. Là, on commence à travailler aussi pour l'Italie. En gros, on fait une coquille d'escargot. D'accord. Voilà. Et tiens, en parlant de ça, je crois qu'il existe déjà des plateformes de liens en Espagne et en Allemagne, il me semble. Est-ce que, encore une fois de plus, les Français, c'est des fous furieux par rapport aux autres pays en termes d'outils SEO et de mécanique SEO, on va dire, ou ils commencent un peu à se réveiller en Europe sur ce sujet-là? J'ai l'impression qu'en France, on a une longueur d'avance dans le détail. Et du coup, on a un moteur qui nous pousse à aller toujours plus loin dans le détail et avoir des outils excessivement performants et pertinents. J'ai l'impression qu'autour de nous, la tendance médiane, c'est peut-être plus un good enough, où ils y vont peut-être moins dans le détail et par contre, ils vont produire des fois plus pour moins cher. Alors, il y a quand même des exceptions. Je pense notamment au marché allemand, qui est excessivement segmenté, avec en plus une syntaxe qui est très particulière, où justement eux vont encore plus loin que nous dans la technologie, les outils d'analyse, des choses comme ça. Les premiers outils que j'ai vus sur les analyses de TF-IDF, pour faire du benchmarking concurrentiel sur les textes, ils étaient allemands. Ouais. Mais les Allemands, ça fait des années qu'ils sont plus, eux, sur le contenu que nous, les Français. Ouais. Les Allemands, ils faisaient pas de lien. Il y a 15, c'était pas leur truc. Ouais. Et par contre, sur le contenu, ils sont vraiment très bons. Ils sont très forts. Voilà, c'est ça. Je voulais savoir un petit peu s'il y avait des différences, on va dire, par pays par rapport au SEO. Alors que, enfin, je veux dire, par là, un site web en France, en Allemagne, en Italie, fondamentalement, c'est grosso modo des pages, une page contact. Personne n'a rien inventé. On fait le contenu qui va bien, et ensuite on bourrine de liens, et puis ça prend ou pas. Voilà, on se pose pas trop de questions. Ouais, c'est ça. Dans le modus operandi. Hein. Ouais, c'est ça. Mais en fait, dans les autres pays, grosso modo, ils ont quand même moins ce côté on va aller acheter du lien, etc. Peut-être aux États-Unis, par contre, ils sont peut-être comme ça. Je me demande. Au Canada, je peux dire que. Je connais pas assez le marché américain pour te répondre. Alors pour moi, le marché canadien, par contre, c'est voilà, si j'ai des Canadiens, ce que j'ai compris du marché canadien, c'est pas non plus des fous furieux. Hein, au Canada. Oui, mais bon, ça, on avait une discussion déjà sur le sujet. Ils ont d'autres préoccupations, c'est de trouver de la ressource humaine déjà pour bosser. Donc ils vont pas faire monter les sites internet de folie, puisque de toute façon. Ils ont déjà trop de boulot. Ils ont trop de boulot déjà à la base. Alors que nous, on est plutôt au sens contraire. On cherche plutôt à monter les chiffres d'affaires et on a ce qu'il faut en termes de. Les ressources qu'on a déjà. Voilà, c'est comment la différence. Pour finir, Aurélien, petite prospective SEO. Tiens, on va faire un peu de prospective, ça va être drôle. Qu'est-ce que tu penses, toi, de tout ce qui est article généré GPT-3, GPT-4 ? Parce que bon, on l'a vu que John Mueller commençait un petit peu à
à taper un peu le poing sur la table en disant bon, va falloir un peu vous calmer les gars, vous détendre avec des articles créés par des IA là. Bon, moi je pense que je sais ce qui va se passer. Je viens de dire quelque chose sur Brave. Il y a quelques jours de ça, une super interview du mec de chez Brave. Et je finirai après par rapport à ça. Mais là, ça commence à être sérieusement, ils ont l'air d'avoir peur. Ils ont un petit peu peur par rapport à ça. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Je suis assez dubitatif sur un fonctionnement de ce genre de pratique sur le long terme. Oui. Là, à mon avis, ça peut donner d'excellents résultats parce que si on s'y met, on est peu nombreux à le faire. Ouais. Donc, ce qui sort de l'algorithme, en fait, hein, si on parle d'intelligence artificielle, bon, je pense que c'est un peu galvaudé comme terme. Le terme est usurpé. Ouais. Bon, ce qu'il en sort, ça produit un truc pas trop dégueulasse, c'est à peu près crédible, c'est lisible. Au pire, on met une petite main pour taper 3-4 phrases qui vont pas. Mais finalement, une fois le sujet abordé d'une certaine manière, d'une part, il faut que l'IA, entre guillemets, elle ait bien chopé l'information quelque part. Alors, sur quelle base? C'est ça qu'il faut bien comprendre. S'il y a des gens qui veulent comprendre un peu ce que c'est que GPT-3 et GPT-4, il faut savoir quand même que l'IA se base sur déjà des contenus déjà générés et créés. Il va pas réinventer, c'est-à-dire un concept qui sort à l'instant T, il ne peut pas écrire dessus. Si j'ai bien compris. C'est que seulement des contenus qui ont déjà été générés, c'est-à-dire c'est des concepts qui ont déjà été lus par l'IA. Voilà, il faut bien une base, il faut bien une référence, un référentiel. Voilà. Il faut un fond documentaire de référence. Oui. Et après, il va piocher dedans et il construit quelque chose qui a du sens parce que ça respecte une syntaxe, ça respecte un certain nombre de critères de contexte. Voilà. Ça produit quelque chose qui finalement est convaincant pour un humain. Enfin, c'est ce vers quoi ceux qui utilisent ce genre d'algo veulent tendre, en fait. Si c'est pas convaincant, c'est pas exploitable. Donc, grosso modo, pour la rédaction, pour moi, en tout cas, dans mon avis, c'est que quand il y aura des nouveaux concepts qui vont sortir et qui n'ont pas du tout été encore générés sur un Wikipédia ou des forums, etc., là, l'humain a encore toutes ses chances. Oui, bah, je pense pas qu'un algo qui utilise GPT-3 ou 4, peu importe, soit capable de disserter pendant 4 heures sur un sujet du bac de philo, par exemple. Ouais. Bah oui, parce qu'il aura déjà lu, enfin, il va nous recracher déjà ce qui avait été fait. Alors, il sera capable d'aller chercher des références par rapport à des philosophes anciens et de mettre des choses en cohérence, en correspondance, parce qu'il y a des cohérences entre les morceaux choisis. Tout à fait. Bon, ils font une sorte de machine learning qui soit est en temps réel, soit mis en cache, peu importe. On s'en fout de ça, c'est de la technique. Mais en soi, ça peut se baser que sur des choses déjà existantes. Si tout le monde se met à utiliser ça, à terme, tous les algos de tout le monde utiliseront les mêmes sources, le même fond documentaire de référence et produira finalement la même soupe, avec éventuellement des variations sur la formulation des phrases, etc. Mais ça tombe sous la coupe de Panda depuis des années. Donc ça va se faire dégommer très vite. Et Duplicate, à gogo, va se retransformer. Alors si après, moi, par rapport à ce que disait le patron de Brave, il disait en fait dans cette interview qui était très intéressante, je la conseille de lire, il dit que lui, il fait attention à ce qui rentre, donc il sait ce qui sort après derrière, puisque c'est à peu près, aujourd'hui, ils ont un index de 10 milliards de pages chez Brave, et il disait que le problème, c'est le spam qu'ils ont à traiter et que Google a à traiter. John Mueller le dit régulièrement, dont via encore une fois le plus le GPT-3, il a peur que ça génère encore un gros paquet de spam et de duplication. Alors côté duplication et côté spam aussi, les blogs que les éditeurs font, certains, et vont générer une soupe qui juste pour vendre du lien point barre. Et donc c'est là où j'ai peur pour le moteur de recherche, pour les moteurs de recherche, c'est que, surtout Google, eux qui voulaient absolument de la qualité, à servir de la qualité à leurs clients, on va dire, risquent de se retrouver avec tellement une génération de spam de mauvaise qualité, vraiment de contenu de mauvaise qualité, qui risque de décevoir à force son audimat, et que l'audimat risque de partir en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que même au niveau algorithme, ça passera quand même. À moins que ça soit du dupliqué, comme tu disais, à force. Mais au départ, ça passera, mais vers la fin, vers le milieu, ça passera plus.
Mais en fait, ce problème, il est déjà existant, hein. Il y a 2-3 semaines, mon chien était malade. Ouais. Il vomissait, tout ça, ça s'arrêtait pas. On était inquiets, c'était un soir, en week-end, donc on ne pouvait pas appeler le veto. On cherche mon chien vomit, que faire sur Google. Parmi les 10 premiers résultats, 7 c'était des articles avec du conseil. Ils racontaient tous exactement la même chose, sans exception. On n'a pas besoin de l'algo pour déjà spammer le moteur avec exactement finalement les mêmes associations d'idées, de concepts. Elles sont peut-être formulées d'une manière différente, mais tu lis un article ou 7, t'en apprends pas plus après. Ouais. Tous disent exactement la même chose, au calibre près, au nombre de mots près, au plan de l'article près. Les parties sont peut-être pas dans le même ordre, mais ils abordent les mêmes sujets, etc. Pourquoi ? Parce que Uber Suggest, parce que Answer the Public, tout le monde utilise déjà ces trucs-là pour savoir de quoi parler dans son article. Bon, GPT-3 et compagnie, tout ce qui va se passer, c'est que ça automatisera à grande échelle ce principe pour une réduction de coûts pour le porteur de projet à court terme, mais c'est juste que le moteur va être complètement noyé. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est ça où j'ai peur que... alors, je vais pas revenir sur mes principes et moteurs, et c'est pour ça que je crois, moi, de plus en plus à des moteurs humains, croisés humains, comme c'est un peu ce que fait Brave. Brave est en train de partir là-dessus, c'est-à-dire qu'ils font attention à ce qu'ils font rentrer. Il y a des groupes d'humains là-dessus, et il n'y a pas que du traitement algorithmique, mais moi, et comme toi, où je discutais encore avec quelqu'un sur le sujet, très rapidement, on voit si le blog, il a été fait pour être, on va dire, bien vendu, ou si c'est le vrai blog de l'amateur, du passionné, et qui a une différente forme, et on va le voir tout de suite. Et on va voir tout de suite, même dans la SERP, on peut voir, nous, vite fait, au niveau des URL et au niveau des noms de domaine, si oui ou non, le sujet a été traité correctement ou pas. Très rapidement, parce qu'on sait comment générer... Nous, on le ressent. Oui. Nous, on le ressent. Oui, parce qu'on est des pros, et puis on est... Voilà. Et puis, on est des humains aussi. Donc, il y a des choses, on les ressent. Ça se voit quand on voit un article de blog avec des maladresses dans les tournures, avec une coquille, il manque un S quelque part, avec une mise en page un peu foireuse, des fois. Bon, on se dit, ok, ça, c'est un vrai article. Et il est fait par quelqu'un de passionné qui aime le sujet sur lequel il rédige. Exact. C'est pas quelqu'un qui a fait de la rédaction son métier ou son industrie. Voilà, et puis donc, finalement, ça donne confiance. Et on voit en fait qu'il nous colle un ou deux liens sur un des sites internet, sur des pages profondes, pour nous vendre de l'assurance, par exemple, pour les chiens ou les chats. Et, et nous, on va le repérer, mais c'est vrai que l'utilisateur lambda va dire tiens, bon, ouais, il y a un lien, on s'en fout, mais il a répondu à la question plus ou moins. Voilà. Le job est fait. Le job est fait. Voilà, exactement. Et puis si on a envie d'aller plus loin, on clique sur le bouton et tout se passe bien. Exact. Voilà. On est bien d'accord. On est un peu sur la même longueur d'onde, mon cher Aurélien. Donc, en conclusion, allez voir Traffic Forest, ce que je vous conseille. Ça avec des gros morceaux d'humain dedans. Voilà, avec des grands morceaux d'humain dedans. Allez voir, nouvelle plateforme de lien, bon, qui est quand même pas nouvelle, hein, mais qui vraiment maintenant veut vraiment se développer plus à fond et plus être connue. Si vous voulez changer un petit peu de boutique ou de charcuterie, comme on dit, allez-y, n'hésitez pas. Ça peut aussi vous donner pour des clients... Sans changer, hein, ça complète très bien une boutique ou une charcuterie existante. Hein. Exactement. Mettez, comme on disait en introduction, mettez pas vos œufs dans le même panier. Ouais. Petit conseil aussi. Faites un peu de pub aussi, c'est bien la pub. Hein. Il n'y a pas que le SEO dans la vie. Ouais. Ah bah tiens, oui, voilà, aussi. Pourquoi pas un peu Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads. Voilà, du Pinterest, c'est un bon plan. Pinterest aussi, si vous avez beaucoup d'images ou de vidéos. Ça, aussi, des objets à vendre. Des objets à vendre, n'oubliez pas ça. Un peu de mailing, un peu de social selling, enfin c'est un tout quoi. Il faut savoir construire un mix qui marche. C'est très important ça. Ouais. Allez voir, changez-vous un peu des fois les idées sur d'autres choses. Ça vous fera des fois du bien. Voilà. Merci Aurélien pour cette interview, c'était vraiment sympa.